Bonsoir. Ces dernières semaines, vous avez beaucoup entendu les Gilets jaunes s'exprimer. Ce soir, vous allez entendre ceux qui leur ont fait face. Parlementaires, agents de l'État, préfets, ils n'ont pas été épargnés, voire visés en tant que symbole de l'État. Nous avons donc intitulé cette émission « Macron élu radar, la haine de l'État » et c'est tout de suite dans Complément d'enquête. C'était une balle qui faisait 7 cm de long, qui était emballée dans du papier. Et sur le même papier, il y avait écrit au bic « La prochaine fois, tu te la prends entre les deux yeux ». La crise que nous traversons montre un refus de l'autorité des syndicats ou des politiques. Alors comment gouverner lorsqu'il flotte un tel parfum de dégagisme? Pour en parler, on s'est installé ici au bas de l'Arc de Triomphe. En début de semaine, le président de la République a tenté de reprendre la main en annonçant des mesures forte. On s'intéressera à la capacité de diriger, c'est l'une de nos 3 enquêtes lorsque l'on a vécu une telle crise. On s'intéressera également à François Ruffin, ce député de la France Insoumise, qui ne souhaite rien de moins que la destitution du pouvoir en place. Mais pour commencer, on va se plonger dans cet état assiégé. Nos équipes étaient aux côtés de ceux qui ont subi les événements, la peur au ventre à l'intérieur des permanences parlementaires, à l'intérieur des préfectures ou des bâtiments publics, et tous racontent cette haine de l'État qu'ils ont ressentie jusqu'à la veille de l'allocution du président de la République. Alors voici cette enquête, elle est signée Sébastien Lafargue, Nathalie Sapena, Mathieu Robert, avec Jean-Baptiste Jacquet, Marie Dubois et Olivier Broutin. La nuit vient de tomber sur la campagne angevine. À l'abri des regards, un drôle de petit groupe peaufine un plan. Ce soir, ils passent à l'attaque. Guetteur. Ici. Parking, covoiturage, au niveau de la forêt. Ici, c'est un par poste. À la sortie de... Ah, mais c'est quand L'autre action, ce sera 2 par poste. L'autre action, ça craint beaucoup plus. Ouais. Ces gilets jaunes âgés de 18 à 50 ans ont remisé leurs chasubles fluorescentes. Pour la plupart chômeurs ou travailleurs précaires, ils se sont rencontrés sur un rond-point. Cette action, ils la préparent depuis plusieurs jours. D'accord. On a une ici. Les objectifs, c'est que tout le monde reste à son point de guet pour prévenir des éventuelles arrivées de gendarmerie ou d'autres services de secours, pour pas être pris sur le fait forcément. Le plan est validé. En avant, Gagan. Il y a encore un mois, aucun d'entre eux n'aurait jamais imaginé se mettre hors la loi. Le commando d'ailleurs n'est pas franchement aguerri. Par contre, on reste tous sur le canal 1. Bah, quand tu veux parler, Neuneu, t'appuies dessus. Et puis là. Ah oui. Oui. Quand tu veux parler, t'appuies là. Tu vois? Là. Ah là. Ça sent un peu l'improvisation, un petit peu. Ah, bah, on n'est pas des professionnels de ça. Hein. Il y a une voiture, hein, donc attention quand même. Minuit, la petite équipe se met en route. Quelques kilomètres à peine pour atteindre le premier objectif. Tout le monde est en place là? Ouais, c'est bon. Ils s'attaquent à ce centre de tri de la Poste, et plus précisément, à son portail. Leur idée, souder les portes pour empêcher tout mouvement des voitures jaunes et paralyser l'activité. C'est symbolique. C'est les institutions de l'État, donc on bloque les institutions et voilà, c'est tout. Ça fait partie de nos actions pour faire entendre nos revendications. Vous êtes à l'aise avec cette idée d'être hors la loi? Ça vous pose pas de problème? Non. S'il faut en arriver là pour se faire entendre, et encore c'est le minimum qu'on puisse faire, à mon avis. Ah ouais, il faut être plusieurs. Là, on est relativement gentil. Pourtant, ils risquent jusqu'à 5 ans de prison pour dégradation de biens publics. La deuxième cible de la soirée, c'est l'unique radar automatique des environs. Pour eux, le symbole même du racket de l'État. Mais il semblerait que d'autres gilets jaunes soient
soit passé avant eux. Il a déjà été fait. Ouais, mais on lui vide le rouleau sur la gueule. Ouais, de toute façon. Cette fois, c'est sûr, le radar est hors d'usage. Puis le commando met le cap sur son dernier objectif, dans la petite ville de Segré. Opération maçonnerie. Parpaing, ciment, ils dressent un mur pour empêcher l'accès à la sous-préfecture de la ville. Il y a tous les parpaings là. Il y a tous les parpaings. C'est ici dernier. Ne reste plus qu'à apposer la touche finale. Il est 3 h du matin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il y en a marre de toutes ces taxes et tout ça. Il y en a plus que là. Donc là, c'est symbolique. Hein. Le mur, voilà, il peut s'enlever facilement. Il n'y a pas de dégradation. Mais ça représente vraiment l'état d'esprit du moment. Et ça, c'est adressé à qui? À Emmanuel. Au président de la République. Oui, Emmanuel Macron. Hein. Au-dessus du sous-préfet, c'est le préfet. Et au-dessus du préfet, il y a le président. Donc voilà, là, on l'attaque directement. Donc, content de l'action, ça s'est bien passé, impeccable. Des actions comme celle-ci, il y en a eu des dizaines partout en France depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Cible numéro 1, les centres des impôts, avec déjà plus de 130 sites touchés par des incidents. Des bâtiments publics vandalisés, des dégradations et parfois des actes criminels, comme au Puy-en-Velay le 1er décembre, quand des manifestants en colère ont mis le feu à la préfecture, alors occupée. Des symboles de l'État visés et des élus de la nation menacés. La plupart sont issus de la République en marche. Un individu avec une masse, une très grosse masse, a donné d'abord 2 coups. C'est une vitre blindée. Donc il est allé fort. Hein. Il y est allé très très fort. C'était une balle qui faisait 7 cm de long, qui était emballée dans du papier. Et sur le même papier, il y avait écrit au bic « La prochaine fois, tu te la prends entre les 2 yeux ». Fonctionnaires, préfets, députés, tous font le constat d'une confiance brisée. Nous sommes allés à la rencontre de ces représentants de l'État désemparés. Depuis 2 semaines, une partie de la préfecture du Puy-en-Velay est fermée au public. Accolés au bâtiment principal, l'Office des anciens combattants et l'inspection du travail. Dans cette annexe, l'activité a cessé depuis l'incendie. Les flammes sont montées jusqu'au 2e étage. Pour des raisons de sécurité, aucun fonctionnaire n'est autorisé à entrer. Seul son directeur peut nous faire la visite. Donc là, c'est le hall d'accueil. Normalement, les usagers sont accueillis ici. Donc en fait, dès qu'on rentre, on se rend bien compte qu'il y a eu un incendie. De par l'odeur, de par le dépôt de suie et sur l'ensemble du mobilier. C'est au 1er étage que les dégâts sont les plus impressionnants. Donc là, c'est le bureau du secrétariat de l'inspection du travail. Hein. Alors lui, il a été particulièrement atteint. Donc on a des objets qui normalement ne sont pas dans ce bureau. Par exemple, le pot de fleurs cassé. On se pose encore la question aujourd'hui sur la manière dont il est arrivé sur le bureau. Toutes les vitres ont été cassées. On voit les cadres qui étaient au mur qui ont complètement explosé sous la chaleur et qui ont fondu. Les sièges qui sont détruits. Les téléphones ont fondu. Donc là, tout est détruit. À l'origine du brasier, des cocktails Molotov préparés dans des bouteilles en verre. Ils ont été projetés depuis l'extérieur par des casseurs et des manifestants particulièrement virulents.
Après 10 heures de confrontation avec les forces de l'ordre, 12 hommes ont été interpellés. Donc là, c'est un des bureaux qui a été le plus touché. Quand on voit les plaques du plafond, c'est assez impressionnant. Voir votre outil de travail abîmé, brûlé comme ça, qu'est-ce que ça vous fait ? Bien évidemment, ça fait quelque chose, et ça fait d'autant plus quelque chose que nous sommes un service de l'État, à vocation à être en accompagnement à la fois des entreprises, des salariés et des personnes les plus en difficulté et très éloignées de l'emploi. Et ce qui fait le plus mal, je dirais, c'est de ne plus pouvoir exercer ces missions de service public. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'ils s'attaquent à des symboles de l'État ? Je crois en tant qu'agent de l'État, on n'a pas à comprendre ou à ne pas comprendre. On le subit. Aujourd'hui, on le subit, c'est tout. Les bureaux vont devoir être décontaminés et remis en état. Des travaux qui pourraient coûter des centaines de milliers d'euros aux contribuables. Pas de victimes à déplorer. Les locaux étaient alors inoccupés. Mais dans le bâtiment juste à côté, le préfet, lui, était bien là, aux commandes de la cellule de crise. Bonjour capitaine. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Depuis sa fenêtre, il a assisté impuissant au déferlement de violence. Les manifestants ont d'abord voulu entrer de force dans la cour. Le préfet a donné l'ordre aux gendarmes de les déloger. La frustration des manifestants d'avoir été rejetés de la cour d'honneur de la préfecture a déchaîné une violence inouïe, avec des attaques multiples, consécutives, incessantes à l'égard des forces de l'ordre. Dans la rue, c'est le chaos. Des casseurs et des gilets jaunes perdent tout contrôle. Personne ne s'y attendait, personne n'avait jamais vu ça. Mai 68 avait connu des débordements, mais jamais un niveau de violence d'une telle nature. C'était pas possible à prévoir. Nous avons attaqué le feu de l'intérieur avec les moyens disponibles et des équipements individuels. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu des cris. Vous allez griller comme des poulets. Et donc là, on s'est dit que cette foule avait la volonté de tuer, car ils savaient que nous étions dans les locaux, qu'il y avait des fonctionnaires en activité dans les locaux. Vous allez brûler! Avant d'arriver dans ce territoire rural, Yves Rousset a fait ses armes à Argenteuil et dans les quartiers nord de Marseille. Ça va, Cécile? Ça va, monsieur le préfet. Très bien. À 64 ans, l'homme a le cuir solide. Mais aujourd'hui, il est atteint. Depuis l'incendie, il garde précieusement les lettres de soutien reçues par dizaines. Ça, c'est une personne que je ne connais pas. Les récents événements du samedi 1er décembre ont placé la ville du Puy-en-Velay et sa préfecture en devant de la scène. L'autorité de l'État et son préfet ont été visés. Dans cette épreuve extrême, je pense que vous avez monté... Pardon, je reprends. Je pense que vous avez montré un sang-froid et une dignité qui font honneur à tous les citoyens de la ville. Excusez-moi. Voilà. Elle est importante, cette solidarité? Essentiel. C'est le sens de notre action. 3 jours après les événements, Emmanuel Macron a apporté son soutien aux préfets et aux fonctionnaires sous les huées de gilets jaunes. Il a dit aux agents, aux fonctionnaires, la nécessité d'être fier, de servir un État qui éduque, un État qui soigne, un État qui protège, et que c'est notre fonction, à nous, fonctionnaires d'État, que d'assurer ça à la population. Mais un État qui est rejeté par une partie de la population. Oui, une petite partie de la population. Mais il n'empêche que l'État, c'est quand même cette fonction protectrice. Un État protecteur
mais qui veut d'abord rétablir son autorité. À la veille d'une nouvelle journée à haut risque, le préfet réunit son état-major pour un dernier briefing. Un certain nombre de personnes vont vouloir finir le travail engagé la semaine dernière et achever de mettre l'incendie à cette préfecture. Policiers, gendarmes, les renforts ont été doublés. En tout, 435 hommes vont quadriller la ville. Il faut nous préparer à tout, au pire. Mais ce n'est pas la guerre. On n'est pas en guerre contre nos concitoyens. En tout cas, pas nous. À aucun moment, l'État ne s'est montré fragile. Blessé, oui. À genoux, certainement pas. Et demain, nous ne serons pas à genoux, nous serons debout. Défiance à l'égard des institutions et rejet de ceux qui incarnent la République sur le terrain. À Metz, voici Ludovic Mendes, 31 ans, député En Marche. Il nous reçoit dans sa permanence, un espace de coworking qu'il partage avec des chefs d'entreprise. Il y a quelques jours, il a reçu une lettre d'injure. Rien que le début, ce qu'on peut lire montre le reste, du moins montre le reste de la lettre. C'est quoi le début? Lisez-le. Ludovic Mendes, la petite pute de Macron. Voilà. Désolé des paroles que je viens de prononcer, mais c'est ce qui est écrit. Donc voilà. Moi, ce qui me pose problème, c'est que dans cette lettre, on a l'homophobie, on a un relent de racisme, on a des insultes. Mais ça, c'est l'équivalent de ce qu'on reçoit sur les réseaux sociaux depuis des années. J'ai eu d'autres messages de menaces. Sur les réseaux sociaux, on m'a envoyé des guillotines, on m'a dit qu'il fallait que je prenne une cartouche, qu'on méritait rien d'autre que de crever. Voilà. Je dénonce ces attaques, je dénonce le fait que des personnes ne respectent pas la République. Moi, c'est pas moi. Je suis pas la République, mais j'en suis un des éléments, vu que je suis un élu de la République. Le député a immédiatement posté la lettre anonyme sur Twitter. Sa façon de ne pas céder de terrain face aux intimidations. Ici, vous avez des mesures de sécurité Il n'y a pas plus que ça de mesures de sécurité. Je veux dire, il y a le minimum. Aujourd'hui, je pars du principe que les gens sont assez intelligents pour ne pas venir casser. Et puis, ce n'est pas ma permanence. Dans un espace de coworking, on reçoit des menaces. Aujourd'hui, je ne vais pas changer. Inflexible dans son discours, le jeune député. Mais désormais, il prend malgré tout quelques précautions lors de ses déplacements. Je fais juste attention à ne pas accepter des rendez-vous dans des endroits bizarres, premièrement. Et deuxièmement, c'est j'ai toujours un collaborateur avec moi qui puisse m'accompagner pour ne pas être pris à partie directement. À la veille de l'acte 4 qui fait trembler la République, il a rendez-vous avec des gilets jaunes. Une réunion discrète, organisée dans un restaurant routier. Bonjour. Bonjour madame. Mais pas sur un rond-point, afin d'éviter les dérapages avec les plus radicaux. Ces gilets jaunes modérés lui ont demandé un rendez-vous. Leur propre député, France Insoumise, est aux abonnés absents. Ils sont chômeurs, travailleurs pauvres ou retraités. C'est la première fois de leur vie qu'ils rencontrent un député. Vous voulez pas vous mettre en face, il y a un peu de place encore. Parfait. Ah non, j'en ai pas peur, c'est pas que je vous dis de vous mettre en face. Ils l'ont contacté car ils savent qu'il est issu d'un milieu populaire comme eux. Sa mère est caissière dans une grande surface. Amandine, je te laisse parler, je t'en prie. Que pensez-vous du cap de votre président? Du quoi? Du cap qui tient. Qu'est-ce que vous entendez par Taxer les plus pauvres. Aujourd'hui, on n'est pas en train de taxer les plus pauvres. Alors, Si. Si. On n'est pas en train d'embêter les plus pauvres. Au contraire, on fait tout pour essayer d'améliorer le quotidien. Après, ça va peut-être pas assez vite. J'ai jamais été aussi pauvre que maintenant. Oui, mais ça, c'est pas de notre faute, madame. Ça fait que 18 mois qu'on est là. Ludovic Mendes est en mission commandée pour expliquer la politique de Macron à ces gens dont la colère fait vaciller le pouvoir. Carburant, radar, 80 km/h. Que peut répondre le jeune député? Incarnation d'un État décrédibilisé. Non, et on n'est pas là pour mettre plus d'amendes.
On est là pour protéger le citoyen. Bah ouais, mais attendez, vous avez vu le nombre de morts sur les routes ou pas? Le gouvernement ne se soucie pas trop de notre santé parce qu'il nous laisse crever de faim dans la rue. Alors, Vous vivez dans la rue, madame? bah, j'en suis pas loin. Hein. Encore une secousse et puis j'y suis. Vous n'avez pas su les écouter, les gilets jaunes au départ. Maintenant, vous êtes dans un caca pas possible. Mais son discours ne passe pas. Trop politique pour ces gilets jaunes, qui rejettent leurs élus, qui ne votent plus depuis longtemps, ou alors pour les extrêmes. Les champions, hein, c'est pas autre chose. Hein. On nous dit d'attendre, on ne va pas rester 3 mois dans la rue. On est tous en train de crever de faim. J'ai montré mes salaires, monsieur le député. Je gagne 791 € par mois. Je le cache. Je vous l'ai caché parce que j'ai tellement honte. J'ai une petite fille de 6 ans. Ludovic Mendes, un pompier de la Macronie. Pour lui, l'urgence est d'éteindre ces feux qui se déclarent partout, y compris dans son propre camp. Atmosphère très lourde ce soir chez les militants d'En Marche, déboussolés, terrifiés par la violence du mouvement social. La manifestation de demain, ça risque d'être très très violent. Les renseignements généraux parlent de potentiels morts. La réunion a été convoquée 4 jours avant, en urgence. Et c'est bien ce qu'ils reprochent. Leur parti, mal organisé, n'a pas vu venir la révolte populaire. C'est la première fois qu'on a une réunion politique depuis 1 an et demi. Ça, c'est un premier problème. On a été mauvais. Et je pense qu'on a été mauvais parce que, on n'est pas structuré correctement. C'est bien beau de vouloir faire un nouveau parti. Pas comme un ancien parti. Mais du coup, c'est nous qui aurions dû faire remonter tout ça. Et on dit pas les choses. Non, mais on dit pas les choses. Les locaux remontent quand même beaucoup de choses. Et il ne faut pas l'oublier. On remonte. Via les comités locaux, on fait remonter. S'il te plaît. Ouais. Hein? Alors, si on fait remonter les choses, et si le résultat, c'est celui-là, ça veut dire que là-haut, ils n'entendent rien. Alors, c'est encore plus grave. Moi, j'ai cru à l'humanisme de Macron. C'est ça qui m'a fait rejoindre La République En Marche. Mais là, on le retrouve plus. C'est pas maintenant qu'il faut le lâcher. Hein. Ah, mais j'ai pas... Non, mais Car il ne s'agirait pas que les militants désertent alors que l'État est attaqué. Le jeune député retrouve alors des accents de campagne électorale, mettant en avant ses origines modestes, en présence de sa mère, Mathilde, venue après sa journée de caissière. Je le dis, j'aurais pu être un gilet jaune. Il y a 3-4 ans de ça, j'aurais pu l'être. J'aurais pu le mettre parce que moi aussi j'en avais marre, parce que moi aussi j'ai souffert, parce que les gens qui sont autour de moi souffrent encore aujourd'hui. Moi je vous propose que tous ensemble, nous allions aussi sur ces territoires ruraux qui sont la majorité de nos gilets jaunes aujourd'hui et pour leur dire la vérité. Pas la vérité de « nous savons de quoi on parle », la vérité de comment ça marche vraiment. Les militants sont partagés, mais ils y croient toujours à leur président. À l'image de la mère du député et de ses amis, comme si les marcheurs étaient le miroir inversé des gilets jaunes. Ils se revendiquent le peuple. D'accord, je comprends tout ce qu'ils disent, mais ils sont pas plus le peuple que moi. Moi, j'ai pas voté pour un gilet jaune. J'ai voté pour un député, j'ai voté pour Macron. Eh ben, on leur laisse leur chance. Samedi 8 décembre, le jour de tous les dangers. Ludovic Mendes n'est pas dans la rue. Il est chez sa mère, avec sa compagne, rivé devant les infos et à l'abri. Ils ont tout arraché pour faire du feu. Mais là, j'arrive pas à comprendre comment tu peux faire un face-à-face comme ça avec un CRS. Provoque. Conformément aux consignes qu'il a reçues, il a annulé tous ses rendez-vous officiels. Parce qu'ils attendent un petit crack et puis que... Mais c'est inutile. J'ai dû modifier tout mon planning parce qu'on nous a demandé de se mettre dans des conditions de sécurité, sachant pas ce qui pouvait se passer. Qui vous a demandé Les préfectures, le groupe et La République En Marche de l'Assemblée. Et de mon côté, je me rends disponible pour des collègues qui ont des besoins spécifiques, qui ont besoin de parler, parce que certains de mes collègues ce matin ont eu des permanences taguées, d'autres reçoivent des lettres de menaces. Parce que vous êtes une cible. Parce que malheureusement, je suis une cible, comme les pompiers le sont, comme la police l'est, comme la préfecture l'est, comme le centre des impôts, comme les mairies, je veux dire, tout ce qui représente dans la tête des gens, en fait, l'État. C'est compliqué, dans cette ambiance de gilet jaune, de dire « mon fils est député La République En Marche ». Oui, très difficile, oui. Parce que quand je vois rien que mes collègues de travail,
On me dit, on parle toujours, et puis je dis, mais non, c'est pas vrai, c'est des choses, faut pas croire tout ce qu'on dit. Oui, mais parce que ton fils est député, tu crois tout ce qu'il dit, donc voilà, quoi, c'est difficile. L'autre jour, je parlais avec mon patron, je n'ai pas osé lui dire que mon fils était député, parce que je savais pas la réaction qu'il avait, donc qu'il pourrait avoir à ce moment-là, donc du coup, voilà. Au Puy-en-Velay aussi, l'ambiance est pesante ce samedi de mobilisation. La place est calme. Mais sous les toits de la préfecture, tout le monde est sur le pont depuis 8 h du matin. En polo rouge, le préfet Rousset un peu nerveux. La semaine dernière, les affrontements avaient fait près de 70 blessés. Il sait que la journée peut vite déraper. On recommande quand même aux chasseurs de laisser les armes à la maison. Parce que si on en chope un avec un flingue sur le secteur, chasseur ou pas chasseur, il va avoir du mal à expliquer sa situation. À l'extérieur, les gendarmes mobiles se déploient autour des bâtiments publics. Et chez les manifestants, on tente d'abord de les rallier à leur cause. Tu sais qui a bâti cette pierre-là? Des ouvriers. C'est pas moi qui vais la casser, cette pierre-là. Je suis pas là pour démonter ces maisons. Je suis pas là pour casser les biens de l'État, non. Mais merde, qu'on nous reconnaisse. À 16 h, la tension monte d'un cran. Un feu est éteint par un gilet jaune. D'autres appellent au calme. Sans haine, sans armes et sans violence. Faut pas jeter la première pierre. Eux nous ont jeté la première pierre depuis longtemps. On n'a plus rien dans nos gamelles. On finit des mois. Je me suis mis artisan. Je suis obligé de faire que du black pour réussir à nourrir mes gamins, pour qu'ils partent en vacances, qu'ils aillent au sport. Depuis le début là, on a fait zéro, rien. On n'a rien pété. Rien. On a fait attention à toutes nos vitrines, à tout nos trucs. On tient à notre patrimoine, on tient à notre Puy-en-Velay. Mais il est déjà trop tard. La préfecture est à nouveau prise pour cible. Forces de l'ordre et casseurs se renvoient les gaz lacrymogènes. En moins d'1 heure, les gendarmes mobiles ont repris la place. Dans la foulée, ils poursuivent les casseurs qui se sont réfugiés dans les ruelles escarpées du Puy. Rentrez chez vous, messieurs, dames. Face aux forces de l'ordre, un groupe de jusqu'au-boutistes dans lequel nous retrouvons l'homme qui appelait au calme devant les grilles de la préfecture à peine 1 heure plus tôt. Qu'est-ce qui fait que faire de famille responsable en faisant du Maliban? Le désarroi. Ce n'est pas encore ce soir que la confiance reviendra. Mais cette fois-ci, le bilan est un peu moins lourd. Aucun blessé, aucune dégradation et 10 interpellations. Bonjour monsieur Philippe Rion, vous êtes l'ancien maire de Castillon dans les Alpes-Maritimes. Combien d'habitants dans ce village? 400 habitants à peu près. Alors si on vous a demandé de venir, c'est pour nous raconter votre expérience, ce fameux lien, ce divorce qu'il y a entre l'État et le peuple, parce que vous-même vous avez démissionné de votre poste de maire. Pourquoi? J'ai démissionné de mon poste de maire parce qu'il m'apparaissait impossible de continuer ma mission. Les contacts avec l'État étant devenus tellement difficiles et tellement distendus que j'avais l'impression de ne pas jouer dans la même cour. Et du coup, lorsque vous voyez ce reportage et que vous voyez cette réaction anti-État, avec cette haine de l'État, vous la comprenez? Oui, je pense que les maires, alors notamment les maires ruraux, ne peuvent aujourd'hui, pour la plupart, que comprendre ce qui se passe. Cette colère, elle n'est pas spontanée, elle vient de très loin, elle est là, ça fait très longtemps que les maires le savent, le voient monter. On n'a peut-être pas été suffisamment entendus. Racontez-moi justement ce mépris, puisque vous ne vouliez plus assumer ce rôle de représentant de l'État d'une certaine façon.
Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Moi, je pensais que le fait d'être maire, je pensais être un représentant de l'État, justement. Or, je me suis aperçu avec le temps que, justement, je ne l'étais peut-être pas vraiment. Et en fin de compte, pour l'administration, des fois, on est même carrément considéré comme un plouc. Comme un plouc, c'est ce que vous dites? Carrément. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fin de compte, on est là une quantité négligeable, on est là pour faire les basses besognes, faire respecter les circulaires, les normes, les lois. Mais après, quand le maire et son conseil municipal, il essaye de travailler pour sa commune, eh bien là, il se heurte bien souvent au service de l'État. Ce qui est touchant dans ce que vous dites, c'est que vous auriez voulu faire votre mission de service public d'une certaine façon, vous n'avez pas pu la faire à cause de relations avec l'étage au-dessus. Monsieur Cardoz, une mairie, c'est le bien commun. Enfin, une commune, c'est le bien commun. Ça appartient à tout le monde. C'est le bien des Français. Le maire, c'est l'élu du peuple. Il est là. On est là pour le peuple, par le peuple. Or, en fin de compte, aujourd'hui, tout ça n'existe plus. En fin de compte, on est dans la mairie est devenue une variable d'ajustement pour Bercy. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus possible pour les maires. Et c'est un problème. On a vu que le président Macron voulait s'appuyer sur les maires. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, sauf qu'aujourd'hui, les mairies, les maires sont dans un état tel que ça va être très difficile. Pourquoi M. Macron n'est pas allé voir les maires au congrès des maires? Pourquoi il les a snobés? Il va avoir beaucoup de mal à renouer la discussion avec les maires. Ça va être très difficile pour lui. On montre aussi dans ce reportage que les gens en veulent à l'État et en même temps en attendent beaucoup de cet État. Il y a une forme de paradoxe. Alors oui, il y a un paradoxe, mais je pense que c'est un espoir aussi, parce qu'en fin de compte, les gens sont intéressés à garder leur service public. Et moi qui étais donc maire et qui ai vu les mairies de près, je peux vous garantir que le dernier service public qu'il faut sauver aujourd'hui, c'est justement la mairie. Si on perd cette cellule essentielle à la nation, eh bien c'est carrément notre République qui s'en va. Parce que la mairie, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. Si aujourd'hui on laisse partir ça à volo, eh bien notre pays, il ne restera plus rien. Pourquoi les gens ne croient plus dans les élus? Parce que depuis 20 ans, 30 ans, on dit tous pourris. Alors, il y a peut-être de bonnes raisons pour le dire. Par contre, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut tendre, c'est peut-être une perche qu'il faut tendre à ces gens qui aujourd'hui se plaignent, c'est qu'il faut aller vers les mairies. Et vous dites aux Gilets jaunes peut-être de se présenter au prochain municipal? Et je pense que ça serait peut-être... Il faut qu'ils viennent voir de très près. Je pense moi que tous les Français, à un moment donné de leur vie, devraient sacrifier de leur temps à la nation, de quelque manière que ce soit. Merci infiniment en tous les cas d'être venu nous voir ici sur les Champs-Élysées, au bas de l'Arc de Triomphe. Alors, certains appellent à une autre forme de gouvernance et l'un de ceux qui incarne le mieux cette volonté-là, c'est François Ruffin, député de la France Insoumise. On a pu le suivre pendant plusieurs jours, lui qui n'aime pas les caméras et en même temps il entretient une relation un peu particulière avec les médias. C'est un portrait en forme d'enquête signé Laure Paulet, Baptiste Lègle et Mélanie Duquesne. Dans les jardins de l'Assemblée nationale, il débarque en basket et blouson de cuir. Pas vraiment l'allure d'un député, mais Ruffin l'insoumis adore brouiller les pistes. Ce matin-là, il évite les caméras. Trop timide, nous dit-il. Vous n'êtes pas du genre à vous arrêter devant les journalistes, dans la salle des 4 colonnes? Ça me fait peur quand il y a 50 caméras en face de toi avec 50 micros, je pétoche. Pourtant, en ce moment, vous êtes au centre de toutes les attentions. D'autant plus. Donc merci. On a du mal à le croire. Les médias, l'ex-journaliste en maîtrise tous les codes. Depuis le début de la crise des Gilets jaunes, il distille sur les radios et les télés ses phrases assassines contre le président Macron. Merci beaucoup. Ce mercredi 5 décembre, face à une forêt de micros, il ne se fait pas longtemps prier. Moi je dirais qu'au soir du 14 juillet 1789, Louis XVI, il lui restait quand même un peu de lucidité puisqu'il lui demandait « Est-ce une révolte ?» et on lui répondait « Non sire, c'est une révolution ». Et là, j'ai l'impression qu'on a un Premier ministre qui, lui, est dans le déni de réalité. Il n'entend rien. Un discours tranchant aux accents révolutionnaires.
qui trouve un écho sur les ronds-points de France. Le député de la Somme est l'un des rares politiques qui soit accueilli à bras ouverts par les Gilets jaunes. L'un des premiers à avoir senti le vent de la révolte. Bonjour, monsieur Ruffin, merci d'être venu. Merci. Bonjour. Bonjour. Dès fin octobre, 3 semaines avant les premiers barrages, il diffuse ce message de soutien depuis sa cuisine. Il y a un sentiment d'injustice fiscale qui est ancré dans le pays, qui là se concentre, se concrétise sur les questions de taxes sur l'essence, mais c'est le sentiment d'une injustice fiscale. François Ruffin serait-il l'élu le plus clairvoyant de la République? Ou bien un opportuniste qui joue avec le feu? Lors de l'acte 3 des Gilets jaunes, en plein chaos, il vient réclamer la tête du président devant les grilles de l'Élysée. Depuis vendredi, j'ai circulé dans mon département. Qu'ai-je entendu durant 2 jours? Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein? Il va finir pareil. Que disent les Français que j'ai rencontrés? Que M. Emmanuel Macron doit maintenant partir. Qu'il doit partir en auto, en moto, à cheval, en trottinette, en hélicoptère, mais qu'il doit partir. Je réfute cette méthode d'action politique. Ça appelle finalement à une forme de violence, d'attaque contre une personne qui est quand même aujourd'hui dépositaire de l'autorité de l'État. C'est un bon émetteur, c'est un porte-voix, c'est un mégaphone des revendications de terrain. Il permet que ce message soit porté de façon massive dans l'ensemble du pays. Et le nombre de vues qu'il fait sur ses vidéos démontre qu'il touche une cible, bien évidemment, il parle aux gens. Pendant une semaine, nous avons suivi un homme en colère qui veut croire au grand soir. François Ruffin vit à Amiens, locataire depuis 15 ans d'une maison dans le quartier populaire de Saint-Pierre et papa de 2 petites filles. Vous voulez du café ? Il nous reçoit dans sa fameuse cuisine où chaque semaine, il enregistre les bulletins de Ruffin. Tiens, je me suis fait alpaguer à la boulangerie Au moment où, sur les 11 vaccins. il y a trop de monde là. Le député l'a promis pendant sa campagne. Il se verse chaque mois l'équivalent d'un SMIC, 1188 € net, et donne le reste de son indemnité à des associations. Un homme simple qui aime le faire savoir. La cuisine, c'est aussi ce côté, ça parle à tout le monde en fait, j'imagine, c'est pas seulement... Il n'y a pas de choix de mise en scène, mais enfin, il se trouve que ça a été ressenti comme ça, avec le pot de pâte à tartiner qui traîne sur la table, voilà, bon, mais je l'ai fait comme je suis, quoi, puis c'est tout. Parce qu'on dit beaucoup qu'il y a de la mise en scène chez vous, que vous avez un sens de la mise en scène. C'est sûr, j'ai fait un film, donc c'est pas par hasard, quoi, donc oui, je fais de la mise en scène, c'est évident. Mais là, le choix de la cuisine, ça a plutôt été par défaut, quoi. Ce vendredi 7 décembre, à la veille d'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, François Ruffin tape encore sur sa cible favorite. Quand on me demande pourquoi Macron démission, il y a un péché originel de Macron, dès son élection, c'est d'être la voix de la finance. Dans ses vidéos, suivies par 40 000 abonnés, il se pose en porte-parole des vrais gens. Moi, je pense que je suis un capteur, j'ai du pif, j'écoute, je regarde, je sens les choses et j'essaye ensuite de les transmettre avec force. Je n'ai cessé de faire le conseiller de Macron pour déminer ça, avec vigueur, avec force. Il s'est enlisé dans cette crise. Donc vous lui avez dit, vous l'avez rencontré? Non, mais je lui ai dit, je fais des tribunes à l'Assemblée nationale, je le dis sur tous les plateaux médias, je veux dire, je ne suis pas un visiteur du soir d'Emmanuel Macron, ça c'est clair qu'il préfère en avoir d'autres, mais justement c'est tout son problème. Il a toute l'oligarchie, il a tout le CAC 40 qui sont ses visiteurs du soir. Il est aujourd'hui le président des financiers, il n'est pas le président des Français. Eh bien il faut qu'il devienne le président des Français. Donc ça c'est une marionnette qui s'appelle La Fleur, et donc elle habite quartier Saint-Leu, juste à côté. Au tout départ, on peut dire que c'est un héritage de la Révolution française, c'est un valet. Et sa pratique la plus courante, c'est de mettre des coups de pied au cul des notables. Botter le cul des notables, une obsession depuis tout petit. À 24 ans, le jeune reporter crée Fakir, un journal indépendant à Amiens, avec pour ambition de bousculer les élites locales. J'estime pas qu'on est là en dénonciateur, mais là, on est là en essayant de mener une démarche de citoyen, d'analyser. Désespoir, première.
En 2015, il s'attaque à beaucoup plus lourd. Bernard Arnault, PDG de LVMH. Dans le film Merci patron, il part à la rencontre d'ouvriers licenciés après la délocalisation de leur usine. Pardon ? Eh bien, on va se faire vos porte-paroles. Une satire sur fond de lutte des classes, récompensée par le César du meilleur documentaire. Merci patron, réalisé par François Ruffin. 2 ans plus tard, il se jette dans la bataille des législatives. Sur le parking de Whirlpool à Amiens, au milieu des journalistes et des ouvriers, il invective le candidat Macron. Vous dites la France se porte pas bien. Je suis désolé, il y a une France qui se porte très bien. Dividende record pour le CAC 40 cette année, 56 milliards d'euros. Il y a une liberté d'entreprendre et il y a une libre propriété dans notre, dans notre démocratie. Mais attendez, disons que vous dites. Je finis, je réponds à votre point. Mêmes études au lycée d'Amiens, même génération, même fougue. François Ruffin a trouvé son meilleur ennemi. Il y a même une fiche spéciale Macron. Oui, j'en ai plusieurs. J'ai un épais dossier depuis longtemps. À l'heure où la France redoute de nouvelles violences, le député insoumis n'a pas peur de souffler sur les braises. François Ruffin, vous évoquiez la rage qu'il y a dans le pays à l'endroit d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous-même, vous avez de la haine pour Emmanuel Macron ? Non, mais maintenant, il porte pour moi le visage de l'injustice. Et une injustice menée avec arrogance. Quand on vient dire aux gens que ce sont des gens qui ne sont rien, qui n'ont qu'à traverser la rue, il est le président d'un pays qu'il ne connaît pas et qu'il méprise. Voilà. Et ce que j'écrivais dans Le Monde... Là, vous pensez que vous participez à l'apaisement quand vous tenez ces propos ? Non, mais je viens de dire, il faut le comprendre. Il faut comprendre ce que ressentent les gens. Le dégagisme, façon Ruffin, un jeu dangereux pour le journaliste Renaud Dely. Bonne journée, à bientôt. Au revoir, bientôt. C'est toute l'ambiguïté sur laquelle François Ruffin, comme d'autres élus d'ailleurs, surfe ces derniers jours. C'est-à-dire qu'on peut critiquer légitimement, fermement l'injustice supposée de la politique d'Emmanuel Macron, proposer une alternative, et en démocratie, cette alternative, on les propose lors des élections. On a évidemment le droit de manifester. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, mais de manifester pacifiquement. Et après, c'est vrai que c'est compliqué pour un élu, François Ruffin comme d'autres, de condamner très clairement les violences et ceux qui s'y livrent, de peur de se fâcher avec une partie de son électorat. Donc il fait de la politique aussi. Voilà. Après avoir harangué les foules sur les ondes, le député Ruffin retourne sagement à l'Assemblée nationale. Sur ce reproche que certains vous font, que vous attisez les violences ou vous soufflez sur les braises, qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, moi, je ne peux pas nier que je suis pour ce mouvement. Ça, c'est clair. Je suis pour que ce mouvement existe et pour qu'il se développe. Je trouve ça beau que les gens autour de chez moi se rassemblent sur des ronds-points. J'en ai rêvé depuis 20 ans. 20 ans que je vois cette France en souffrance et en silence. Et je me dis, bon, quand est-ce qu'elle va se réveiller ? Elle se réveille là, donc je ne peux pas nier que j'ai envie que ça continue et que le message soit porté avec le plus de force et le plus de vigueur. Ça ne veut pas dire que je suis du tout partisan de la violence. Moi, je suis un non-violent. Mais vous encouragez le mouvement ? J'encourage le mouvement à fond. Ouais. Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on n'a pas passé les invalides là. À cause de nos questions, il loupe son arrêt. J'ai un discours à 9h30 et il est 9h27, tu vois. Il doit faire vite. Ce matin, il participe à la discussion d'une loi pour encadrer le démarchage téléphonique. Sous ses airs révolutionnaires, François Ruffin est un député assidu qui dépose propositions et amendements. Il fait le job, mais avec un style bien à lui. Pas de cravate, malgré l'usage, il y tient depuis son élection et a convaincu tous ses camarades de la France insoumise. Moi, je me suis dit, peut-être que quand on rentre dans l'hémicycle, il faut mettre la cravate, c'est un lieu de solennité républicaine. Bon, on a eu ce débat, et là, François était, avec d'autres, c'était pas le seul, et il avait dit, finalement, moi, j'ai pas envie. Et ça, j'ai trouvé ça bien aussi, ça m'a convaincu. Je me suis dit, c'est vrai que finalement, si on commence à s'habiller différemment, même sur la base d'un artifice petit, un petit morceau de tissu, c'est que quelque part, on se dit, il y a dedans et dehors. Il y a la vie, le peuple et l'Assemblée nationale. Et nous, on veut faire rentrer le peuple dans l'Assemblée nationale. Il l'a dit, il l'a répété encore récemment, il était comme un cheval de Troie à l'intérieur, comme quelqu'un qui vient pour essayer de trouver un petit peu la faiblesse de l'institution pour mieux la déconstruire, pour reconstruire autre chose derrière. La parole est à monsieur
Ruffin pour le groupe France Insoumise. Autre signe distinctif du député de la Somme, ses discours en mode Tintin reporter. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, je n'ai plus de ligne fixe. J'ai supprimé parce que tous les jours, tous les midis, tous les soirs, je recevais des appels pour me vendre des portes, des fenêtres, des cuisines, des casseroles, des cheminées, des caisses de vin de Bourgogne. Des discours très peuple, devenus sa marque de fabrique. C'est un peu un reporter qui va exprimer très directement les aspirations des gens telles qu'ils les vivent dans leur vie quotidienne. Des brosses à dents électriques, des peignes magiques et des trèfles à 4 feuilles. Une façon de donner de la voix qui, pour ses détracteurs, n'est que démagogie. Parfois une voix aux rondeurs africaines, parfois même la voix métallique d'un robot. Quand François Ruffin arrive dans l'hémicycle, on sait qu'à un moment donné, il y aura les 2 minutes qui passeront bien à la télé. J'ai pas de problème avec ça, mais ce que je voudrais, moi, c'est qu'on ne s'arrête pas à ce qui se passe dans l'hémicycle. Les Français ne nous ont pas élus pour qu'on fasse des discours, ils nous ont élus pour qu'on change la réalité. Après 4 heures de discussion, les amendements de François Ruffin, notamment pour l'interdiction du démarchage téléphonique, sont balayés, faute de majorité. Merci. Pour le député, aucune contradiction entre l'exercice de ce mandat et sa critique féroce des institutions. Ma campagne, j'ai dit, je sais très bien que je ne pourrais pas passer de loi, mais je me tiendrai droit pour vous. C'est tout. Je ne courberai pas les chines. Eh bien, je ne courbe pas les chines. Je sais qu'il faut changer l'institution. J'ai aucun doute là-dessus qu'il faille changer ce Parlement. Maintenant, j'ai été élu pour faire ce travail-là. Je fais ce travail-là, mais je le redis. Aujourd'hui, ça serait bien qu'on ait des délégations de gilets jaunes qui viennent s'exprimer de la même manière à la tribune, qu'il y ait une porosité entre ce qui se passe à l'Assemblée et ce qui se passe dans la vie et dans la rue, quoi. Je dois bouffer, là, je suis déjà en retard. L'Assemblée nationale, une jolie tribune pour faire passer ses idées. Moi, je pense que les irresponsables, c'est... Au risque de faire de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon et le reste du parti. François, je le connais depuis 2 ans, j'en dis beaucoup de bien. Mais François, dans toute la lumière qu'il prend aujourd'hui, il pourrait aussi dire du bien d'autres députés. Partage pas assez la lumière. Je sais pas, mais même tout en prenant la lumière, il faut aussi avoir des mots sympas pour les copains. Ça peut aider parfois. Surtout que moi, j'en ai vis-à-vis de lui. Il y a un petit message qui passe. Oui. Vas-y, assieds-toi sur le siège passager. Un collègue un peu perso, qui n'est jamais aussi à l'aise que sur le terrain. Avec sa casquette de Monsieur Tout-le-Monde et son art de la mise en scène. Ce samedi 8 décembre, la journée commence par un Facebook Live sur le parking d'une zone commerciale. Tu démarres sur Nord-Auto. On y va. 1, 2... D'habitude, je vais chez un petit garagiste au garage de la Citadelle, mais là, comme c'est un peu pressé, on a eu un rendez-vous chez Nord-Auto. Pourquoi ? Pour revoir les paquets de freins. Parce que comme demain, je pars pour une traversée de la France, et que le copain avec qui je pars, Gilles Perret, il est un peu inquiet quand il m'entend appuyer sur les freins. On est venu revoir un peu ça, puis il ne faudrait pas qu'il m'arrive un accident. Je vais essayer de mener mon road movie automobile dans la France des Gilets jaunes. Voilà. C'est aujourd'hui le fameux acte 4 des Gilets jaunes à Paris. Le député ne veut pas prendre le risque d'être mêlé à des manifs violentes. Bon voilà, on fait Doulan-Péronne-Albert, déjà. Il va passer la journée ici, dans la Somme. Son objectif, mettre en avant la dimension sociale du mouvement, loin des casseurs. Bonjour. Content de le voir ici ? Ouais. Pourquoi ? Parce que comment il a remis du baume au cœur, tout ça, il a remotivé les troupes et tout. C'est bien. Est-ce que c'est un député comme les autres ? Les autres ne sont pas venus nous voir. Lui, oui. Salut. Vous avez toujours aussi bon accueil ou parfois ça a été plus compliqué ? Jusqu'à maintenant, ça a été. Il peut y avoir des ronds-points qui sont peut-être tenus franchement par des gens du Front National. Tu sais pas, quoi. Donc, je sais pas. Et donc là, quand je vais faire ma traversée de la France des ronds-points, il va falloir y aller en voyant un peu en tâton. Mais tu sais, quand tu es journaliste, tu sais très bien que partout où tu vas, tu dois y aller à tâton et que ta place, elle n'est pas acquise et conquise d'avance. À Doulan, commune qui a pourtant voté FN au présidentiel, le député insoumis a carrément reçu un mail d'invitation. Ici aussi, les Gilets jaunes disent n'avoir vu aucun autre élu. Pendant 2 heures, le député reporter prend des notes. Moi, l'année dernière, j'avais trouvé une formation
Et puis je pouvais commencer. Et puis après, on me propose un contrat de 18 mois. Donc je me dis j'y vais. Et puis après, pour finir, c'était qu'un contrat d'une semaine. Donc t'as pas eu la formation non plus, du coup? Bah du coup, non, j'ai pas pu, parce qu'elle avait commencé. Et j'espère aussi que vous allez faire quelque chose aussi. La seule chose que je peux faire, c'est porter votre voix. Moi, j'ai pas de pouvoir. La seule chose que je peux faire, c'est porter votre voix. Ce que ressent Benjamin, c'est à la fois une frustration pour son quotidien et le sentiment d'un mépris par ses dirigeants. Et quand déjà ça va pas pour soi et qu'on se sent méprisé en plus, eh ben, ça donne de la colère. Et moi, ça m'habite, quoi. Je veux dire. Les gens ils vont pas bien, on leur dit en plus que c'est de leur faute, quoi. Ça va la tête. Pour François Ruffin, le grand soir ne se prépare pas seulement sur les ronds-points, mais aussi dans les cafés bobos. Il est un habitué de ce bistrot près de la place de la République à Paris. Ce soir, il a invité un gilet jaune pour discuter écologie avec des intellectuels. Bon, on verra si la prochaine fois, il y a encore Macron. Moi, dès le début, j'ai voulu qu'il y ait un dialogue entre écolo et gilets jaunes. Parce que je veux pas de ce déchirement-là. Comme je veux pas du déchirement entre la France périphérique et la France des banlieues, entre les enfants d'émigrés et les ouvriers employés blancs. Je veux pas ça. Je veux une unité. Et je veux une unité dans un combat qui est assumé, qui est un combat contre le sommet. Mais vous allez créer une révolution si vous réunissez tout le monde. Moi, je la souhaite. Enfin, je veux dire, une révolution citoyenne, un mouvement de masse qui met la pression sur le haut, qui vient récupérer du pouvoir, qui vient récupérer des richesses, qui vient... Voilà, ça, je le souhaite. La hausse du SMIC, annoncée par Emmanuel Macron, n'est pour lui qu'une première victoire. Le héros des Gilets jaunes prépare déjà l'acte 5. Jean-Luc Manot, bonsoir. Vous êtes conseiller en communication politique, ancien patron de presse. On vient de voir François Ruffin là, qui utilise Facebook comme un Tintin reporter qui raconte sa vie pour essayer d'être un peu plus proche peut-être du mouvement des Gilets jaunes. Vous diriez que c'est la bonne tactique? Oui, je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui, aucun politique, aucun leader d'opinion qui fait un plan de communication, comme on dit, sans intégrer les réseaux sociaux. Ouais. On appelle ça le 360 degrés, c'est-à-dire de prendre l'ensemble de la sphère de la presse écrite jusqu'aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand on les regarde, ils ont un formidable avantage. Ils ont donné la parole à des gens qui ne l'avaient pas. Et c'est vrai qu'ils ont créé de la relation directe entre des décideurs et des citoyens. Puis ils ont le problème que tout le monde connaît, c'est qu'il peut s'y dire absolument n'importe quoi. Et que si on a inventé le journalisme, si les anglo-saxons ont inventé le métier de journaliste, c'est parce qu'on a besoin de médiateurs. On a besoin de gens qui peuvent dire, quand des gens disent c'est un complot, Strasbourg, c'est un complot pour faire oublier les Gilets jaunes. C'est une bêtise sans nom et c'est même une vilainie. Il faut qu'il y ait à un moment donné des médiateurs qui puissent dire où sont les preuves, pourquoi vous dites ça, comment on peut dire ça. Sur Internet, il n'y a pas ça sur les réseaux sociaux. Alors que le métier de journaliste, c'est précisément de choisir, oui. C'est de faire une sélection. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs, de temps en temps, on a l'impression que Facebook est devenu Fakebook. Le mouvement des Gilets jaunes, vous diriez qu'il aurait pu exister sous cette forme, sans Facebook, qui a été une façon d'agréger des gens qui n'ont pas forcément peut-être de relations les uns avec les autres. Non, je crois que ce mouvement, vous avez déjà parlé, c'est une révolte, et c'est la première révolte 2.0. D'accord. Sans ces réseaux sociaux, elle n'aurait pas eu cette forme-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu un mouvement, mais ce mouvement n'aurait sans doute pas eu cette forme, et il aurait donc été beaucoup plus facile à gérer par le pouvoir, par quelque pouvoir que ce soit. L'une des difficultés, précisément, de ce mouvement, c'est qu'il n'y a pas de représentants. Il n'y a pas quelqu'un à qui appeler, sur lequel on peut s'appuyer pour essayer de comprendre le mouvement. Ça, les politiques avec lesquels vous êtes au quotidien, ils vous en parlent? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, bien sûr, parce que c'est très compliqué à appréhender. C'est d'ailleurs un des éléments qui a permis le développement du mouvement. Le pouvoir a fait preuve de cécité. Il n'a pas vu. Et dans la crise, on apprend à tous les étudiants qui font de la communication ou de la politique, le pire, c'est de refuser de la voir. Donc au début, ils l'ont minimisé. Après, ce mouvement qui est protéiforme, ils ont été chercher ce qui était le plus apparent, c'est-à-dire effectivement du noyautage par l'extrême droite, etc., en disant des termes absurdes. Donc ils n'ont pas compris la nature du mouvement.
Et le président, à un moment donné, je crois que parce qu'il a été presque physiquement confronté à cette hostilité, en particulier en allant au Puy-en-Velay, il comprend qu'il y a quelque chose. Et quand un maire lui dit ils veulent votre tête sur une pique, il comprend qu'on est en train de lui dire quand même quelque chose de gravissime. Donc oui, il évolue. Vous lui auriez conseillé ce type d'intervention sur la forme lorsqu'on l'a vu s'exprimer sous la forme d'une allocution un peu classique, ou il aurait fallu qu'il choisisse autre chose? Honnêtement, depuis le début, la communication de l'Élysée, on s'en sert dans les écoles pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, globalement. Mais en même temps, soyons un peu humbles. C'est une situation extrêmement difficile dans un mouvement inédit, donc c'est toujours facile quand on n'y est pas de donner des leçons, et je ne veux pas le faire. Je pense que la difficulté, c'est que cet exercice-là qui s'imposait, il est sans proximité. C'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté dans le ton à l'empathie. Il y a la gravité, il y a le mea culpa, il y a les mesures. Donc, ça a une efficacité, ça a eu tout de suite une efficacité politique. En revanche, dans la réparation du lien entre le président, du lien personnel, qui est indispensable dans notre pays, entre le président et le peuple, on doit pouvoir faire mieux. Est-ce qu'on peut encore gouverner lorsqu'on a traversé une crise comme celle-là? Oui, parce que les institutions sont fortes. Oui, parce que les institutions sont fortes, et c'est pour ça que ceux qui aujourd'hui acceptent qu'on s'en prenne aux institutions, car il y a un fond un peu comme ça, ceux qui critiquent très violemment les institutions, je ne parle pas du détail de l'institution, mais le fondement de la démocratie représentative, qui disent qu'en gros, qu'il y a une démocratie plus forte qui serait celle de la rue, etc. Enfin, tous ceux qui décrivent Macron en Louis XVI parce qu'en réalité, ils ont le fantasme d'être Robespierre. Bon, tout cela, de mon point de vue, ils ne servent pas la démocratie. Parce que malgré tout, vous connaissez la formule, c'est un système pas parfait, la démocratie, mais enfin, on n'a quand même pas inventé grand-chose de mieux. Merci infiniment, Jean-Luc Manot, ce qui signifie que la chance est encore là et qu'il peut encore la saisir d'une certaine façon. On ne meurt jamais en politique. Voilà. Alors justement, comment peut-on diriger lorsque l'on a traversé une telle crise? Eh bien, c'est la question que l'on s'est posée, nous, en allant rencontrer les protagonistes des conflits passés, celui du CPE, les grandes grèves de 95 ou les bonnets rouges. De la vie de tous, il y a un avant et un après. On regarde cette enquête. Elle est signée Guillaume Couder, Manon Descoubès et Gianni Colo. C'est à chaque fois le même cérémonial, presque le même décor, les mêmes mots. Mes chers compatriotes, Françaises, Français, j'ai souhaité ce soir vous parler personnellement. J'ai voulu proposer une solution forte. En démocratie, cela a un sens. Alors il n'est plus possible de continuer comme cela. Vive la République. Vive la France. Retour sur ce moment où, face à la rue, nos dirigeants reculent. Les grandes grèves de 95. 2006, des millions de jeunes contre le CPE. Et sous la présidence Hollande, la révolte des bonnets rouges. Ministres, conseillers de l'Élysée, leaders syndicaux, ils nous racontent ce jour où, pour sortir de la crise, le pouvoir cède. En 1995, la droite est pleine d'espoir. Jacques Chirac vient d'être élu président, Alain Juppé est son Premier ministre. Le 15 novembre, devant les députés, il dévoile son projet. J'en appelle maintenant à tous les Français. Un vaste plan de réforme de la Sécu et des régimes spéciaux de retraite. Il veut réduire les déficits publics. Il faut le faire, j'en ai l'intime conviction. Il faut le faire maintenant et il faut le faire ensemble. Nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. C'est le fameux plan Juppé. Présent ce jour-là, Alain Lamassoure, porte-parole du gouvernement. Il a été accueilli par une standing ovation, un applaudissement debout, non seulement de sa majorité, ce qui est logique, mais également d'une partie de l'opposition. Est-ce que vous pouviez imaginer l'ampleur qu'allait prendre la contestation ?
Non, évidemment non. Personne ne l'imaginait. Et même nous étions assez optimistes en disant, du moment qu'il y a une réaction modérée de l'opposition, ce sont des réformes qu'on va pouvoir faire passer relativement facilement. Raté. Dans les semaines qui suivent, les Français descendent pacifiquement dans la rue. Des cortèges monstres, jusqu'à 2 millions de personnes. Il y a eu un très grand mécontentement, parce que Jacques Chirac s'était fait élire sur le thème de la fracture sociale, et Alain Juppé avait comme mission de rétablir les équilibres, comme on dit, de l'économie française pour entrer dans l'euro. Donc les gens ont dit, la politique qu'on nous a vendue, c'est pas celle qu'on mène. Les manifs sont organisés par les syndicats, puissants à l'époque, et tenus par leurs services d'ordre. Le dialogue est continu avec le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré. On a quand même des rapports avec un certain nombre de responsables syndicaux auxquels on peut discrètement discuter sur les itinéraires. Il y a des contacts, comme on dit. En 1995, pas de voitures brûlées, pas de casse. À l'époque, personne n'a intérêt à une provocation à l'égard de l'État. Personne. Pourquoi ? Parce que le climat n'est pas là et que les syndicats, c'est une volonté qu'ils ont de contrôler les choses. Or, si vous partez dans une spirale de la violence, vous n'arrivez plus à contrôler et vous êtes débordé. En pointe dans la contestation, les salariés de la SNCF et de la RATP se mettent en grève. Plus de trains, plus de métro. Là, ce matin, je n'ai pas encore vu passer, ni dans un sens ni dans l'autre, donc... Pendant 3 semaines, le pays et son économie sont paralysés. Les travailleurs se lèvent à l'aube et redécouvrent l'autostop. Pourtant, les 2/3 des Français continuent de soutenir le mouvement. Je suis pénalisée, mais je comprends tout à fait cette grève. C'est l'élément clé de la réussite de toute lutte sociale. Bernard Thibault, alors patron de la CGT Cheminots, le sait bien. À cette époque a été inventé le covoiturage. Les gens s'entraidaient, ils ne se sont pas retournés contre les grévistes, ils se sont organisés pour essayer de pallier à la gêne immanquablement provoquée par cette grève sur l'ensemble du réseau ferré. Nous attendions le moment où ce soutien deviendrait minoritaire pour faire des contre-propositions et passer à l'offensive. Ce jour-là n'est jamais venu. Et c'est sans doute ça qui a décidé Jacques Chirac à jeter l'éponge. Décembre 95, triste Noël pour Alain Juppé. Le gouvernement perd son bras de fer avec les grévistes. Il doit reculer. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement. Il faut en sortir. Il faut en sortir d'urgence. Et pour ma part, je souhaite de tout cœur que les choses s'apaisent. Juppé abandonne une large partie de sa réforme. Une lourde défaite face aux cheminots. Le temps d'une nuit, Bernard Thibault devient ministre des Transports. C'est sans doute la seule fois dans toutes mes responsabilités syndicales où j'ai eu le plaisir, en quelque sorte, de dicter au ministre des Transports ce qui devait figurer dans la lettre que nous allions soumettre aux assemblées générales de grévistes pour leur expliquer que nous avions obtenu très largement satisfaction. Au petit matin, la lettre est distribuée aux grévistes. Qui n'a pas eu la lettre du ministre ? La lettre du ministre des Transports, les cheminots du Mans n'attendaient plus que ça pour mettre fin à 22 jours de conflit. Qui est pour la suspension de mouvement que nous avons engagé depuis 22 jours ? Les trains repartent. La France se débloque. Mais il y a pire encore qu'une contestation emmenée par les cheminots. Les jeunes. Bon nombre des lycéens sont dans la rue malgré les révisions pour le bac, malgré tout ça. Et je crois que la seule chose pour arrêter tout ça, c'est de retirer ce CPE. Le CPE, ou contrat première embauche. Destiné aux moins de 26 ans, il permet aux employeurs de licencier sans motif pendant 2 ans. Retrait du CPE ! C'est l'un des projets phares de Dominique de Villepin, alors Premier ministre,
lui aussi de Jacques Chirac. Nous avons besoin d'un contrat de travail mieux adapté à la situation des jeunes et capable de leur offrir un accès plus rapide et plus sûr à un emploi stable. Mais ce contrat, les jeunes n'en veulent pas. Ils protestent en masse. Et aujourd'hui, on est plus de 3 millions, on lâchera pas l'affaire. L'une des figures du mouvement, c'est Bruno Julliard, 25 ans, président du principal syndicat étudiant. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de montrer que contrairement à ce que dit le gouvernement, c'est pas une minorité de jeunes qui descendent dans la rue, une minorité d'étudiants, mais c'est maintenant une lame de fond qui traverse toute la jeunesse. Mais le pouvoir fait la sourde oreille. Dominique de Villepin refuse de céder. On sait que les mouvements avec les jeunes sont les plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont les plus actifs, ils sont les plus romantiques, ils sont les plus prêts à prendre des risques. Et s'il arrive un incident d'ordre public sur un jeune, et avec un jeune, il y a une émotion de l'opinion publique qui fait que le gouvernement est cassé. La tension monte. À la Sorbonne, des centaines d'étudiants profitent d'une fenêtre ouverte pour entrer et occuper l'université. Il y a qu'en faisant des actions concrètes qu'on sera écouté de toute façon. Est-ce que lors de la commune, c'était légal? Non, je pense pas. En 68, est-ce que c'était légal? Non, je pense pas. Donc tous les acquis sociaux qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui, c'était pas en jetant des fleurs au gouvernement. Dans les heures qui suivent, les CRS interviennent avec force pour évacuer le bâtiment. Ils repoussent les étudiants à l'extérieur. Ça avait dégénéré. Comme la Sorbonne était un point de crispation et de rassemblement, c'était vrai symboliquement, mais c'était aussi vrai physiquement. Il y avait un point de tension majeur. Des casseurs se mêlent aux étudiants. Affrontements violents avec la police, scène d'émeute. En 3 mois de crise, des dizaines de CRS sont blessés, 4000 personnes interpellées. À la baguette, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Sa crainte, qu'un jeune soit tué. J'ai dû avoir Nicolas Sarkozy 2 fois, enfin c'est bien sûr 2 fois au téléphone pendant la mobilisation, essentiellement pour parler de sécurité. Il était inquiet. Et en tant que ministre de l'Intérieur, j'imagine que c'est le cas pour tout ministre de l'Intérieur, la crainte d'un affrontement, d'une bavure, est évidemment la pire des choses. Dans les cortèges anti-CPE, les casseurs agressent même des manifestants pour les dépouiller. C'est pas une manif, c'est du vol organisé, donc vous reculez. Ces violences, qui donnent l'image d'un État dépassé, peuvent parfois servir le pouvoir. La violence, elle crée 2 facteurs chez les décideurs. Le premier, c'est de dire c'est épouvantable, il y a l'insurrection dans la rue, ce n'est pas supportable, ce n'est pas acceptable au nom de l'ordre républicain. Et puis il y a la deuxième pensée, souvent, qui n'est pas exprimée, le secret espoir que, justement parce que ça dérape, l'opinion publique va se retourner. Mais cette fois non plus, l'opinion ne se retourne pas. Dans ce climat électrique, le Premier ministre abandonne. Les conditions nécessaires de confiance et de sérénité ne sont réunies ni du côté des jeunes, ni du côté des entreprises pour permettre l'application du contrat première embauche. Il vivait ça très mal, parce que c'était son projet. C'était vraiment son projet. C'était pas du tout le projet de Jacques Chirac. Il a essayé de tenir le plus longtemps possible, mais Jacques Chirac avait décidé d'arrêter les frais. 7 ans plus tard, eux aussi ont marqué les esprits par leur colère et leur couleur. Les bonnets rouges en Bretagne. Leur cible, des portiques installés sur les routes pour faire payer l'écotaxe aux poids lourds. Explosifs, alors que dans la région, agriculteurs et petits patrons sont à la peine. Il faut que les pouvoirs publics prennent conscience qu'on est à bout et qu'il est hors de question que ça continue. Donc maintenant, l'écotaxe, on nous l'enlève et on s'occupe de nos problèmes.
Il y avait un sentiment d'injustice et de prélèvement sur des petites entreprises qui bouclaient ric-rac leur compte d'exploitation. Et puis sans débat. Tout d'un coup, les gens ont appris qu'ils allaient passer sous des portiques et qu'ils allaient devoir payer un impôt. François Hollande a hérité de cette mesure actée sous Nicolas Sarkozy. À l'Élysée, il suit cette fronde avec inquiétude. Certes, les bonnets rouges sont peu nombreux, à peine 30 000, mais ils ont le soutien des élus bretons qui font du lobbying auprès du président. À l'époque, nous avions rencontré Richard Ferrand, alors député PS du Finistère. Je lui dis, si tu n'y prends pas garde, cette écotaxe va devenir pour ton gouvernement ce que le CPE a été pour le gouvernement Villepin. Un véritable boulet. Et on ne sait pas où ça peut conduire tout ça. En tout cas, je juge ça extrêmement inquiétant. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Non, lorsque nous nous sommes quittés, il m'a très chaleureusement salué en me disant « J'ai bien entendu ce que tu as dit. Bon, il va falloir qu'on regarde ça de très très près. » Sous pression, Matignon suspend l'écotaxe. Mais les bonnets rouges veulent plus. Son annulation pure et simple. À Quimper, il montre les muscles. Le peuple qui vit en Bretagne est courageux, fier et travailleur. Et ça, c'est une force. Ce jour-là, François Hollande appelle plusieurs fois son ami et conseiller, Bernard Poignant, le maire de la ville. Je vois bien, il est soucieux. Il voulait connaître le nombre, la diversité sociologique des manifestants, la façon dont ils se comportent, qu'est-ce qu'ils crient, etc. Contrairement à ce qu'on croit, les dirigeants, ils écoutent ça. Le conflit s'enlise pendant des mois, jusqu'à ce que Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, rencontre des patrons de sociétés de transport. Une réunion qui, selon elle, fait basculer la crise. Ils disent qu'ils ne maîtrisent plus leur base, que leurs salariés sont fermement décidés à faire le blocage. Ils ont commandé de la nourriture pour tenir plusieurs semaines. Les merguez sont prêtes, les barbecues sont organisés, etc. Donc je dis, ça c'est une information importante. Je prends la responsabilité de sortir de la réunion et de dire on retire l'écotaxe. La décision est validée par François Hollande. Il redoutait la contagion, en fait. Vous savez, vous finissez par une contagion nationale ingérable, quoi. Ingérable. Donc il faut arrêter à temps. Image forte, le démontage des portiques. Un renoncement qui aurait coûté 1 milliard d'euros à l'État. Emmanuel Macron, lui, vient de lâcher 10 milliards pour calmer les gilets jaunes. Va-t-il réussir à sauver son quinquennat? Une réforme profonde. Michel Schneider, bonjour, vous êtes psychanalyste, écrivain. Avec vous, on va parler d'un certain paradoxe français avec ce rejet de l'État. Mais d'abord, une réaction par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est quoi le lien entre le gilet jaune, entre le mouvement des gilets jaunes et tous les autres mouvements dont on a parlé? Je crois que le lien, c'est une différence essentielle par rapport à mai 68. Mai 68, c'était un rêve, c'était une fête, c'était un mouvement collectif où on voulait améliorer le sort de tous. Un grand espoir. Un grand espoir de transformation de l'université, des relations de travail dans l'entreprise, etc. Et c'était un mouvement massif. Le mouvement des Gilets jaunes, on ne peut pas dire que ce soit un mouvement massif. On a vu samedi dernier sur les Champs-Élysées et dans tout Paris dizaines de milliers de gens très motivés, mais il n'y avait pas de revendication, il n'y a pas de banderole. Pour moi, une manifestation, c'est des mots d'ordre, des banderoles, une organisation, la défense d'intérêts de visée collective. Ce n'est pas l'affirmation individuelle, le selfie permanent où on se photographie devant une barricade ou devant une voiture incendiée. Alors, mai 68, c'est un grand mouvement de l'espoir. Est-ce que là, vous diriez que c'est un mouvement de désespoir?
Il y a de ça. Mai 68, c'est un mouvement qui était quand même tourné vers l'autre, vers un autre monde, vers les autres gens. Là, c'est vraiment moi, je. Hein. C'est pas un pour tous pour un. C'est tous pour moi et moi, ce qui advient après, à la France, à l'économie, au bien public, on n'en est pas comptable. Et vous dites à travers cette crise que la France, d'une certaine façon, joue contre elle-même, c'est-à-dire? Alors, je pense qu'il y a deux choses dans ce mouvement. Il y a quelque chose de traditionnel qui est la société qui se révolte, ou des parties de la société qui se révoltent contre l'État. Et effectivement, notre société, elle est malade de cet État. On a un État qui est surfiscalisé et dont les gens ne peuvent plus... Donc ça, ce sont les données objectives. Ça, c'est des données objectives. Bon, là-dessus se greffe un autre combat qui, lui, est beaucoup moins légitime, qui est celui d'une France contre une autre. C'est-à-dire, comme dit Mélenchon, des pauvres contre les riches. C'est plus les travailleurs contre le patronat, c'est les pauvres contre les riches. Et puis les classes moyennes, qu'on n'ose plus dire inférieures, mais qu'on dit petites classes moyennes, elles sont à la fois prises dans un étau où elles sont méprisées par les classes supérieures mondialisées, et en même temps, elles refusent le déclassement vers le bas. Donc, elles sont effectivement soucieuses de leur survie. C'est en ce sens que c'est quelque chose de désespéré. Nous, on a intitulé cette émission « La haine de l'État ». On a eu tort ou on a eu raison? Je pense qu'il y a une haine de l'État, mais cette haine, d'abord, n'est pas très républicaine, hein, parce que l'État, c'est quand même la force d'organisation d'une société sans laquelle c'est l'anarchie et la lutte de tous contre tous, mais que cette lutte contre l'État, cette haine de l'État, est sous-tendue aussi par une sorte de haine de soi-même. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que l'État, c'est eux, et que ce qui a été accordé lundi soir, eh bien, c'est eux qui vont le payer. Donc, on ne peut pas dire d'un côté augmenter telle ou telle prestation, et de l'autre côté baisser les impôts. Parce que ça veut dire qu'en période d'endettement, ça veut dire que c'est les générations futures qui le paieront. Donc il faut que les Français acceptent de comprendre que l'État, c'est eux. Et que quand on détruit des biens publics, c'est l'avenir de son pays qu'on met en jeu. Et est-ce que la haine de l'État, ça préfigure d'instants plus graves, peut-être? Ah ben, effectivement, dans l'histoire, la haine de l'État, ça aboutit quand même à des révolutions qui étaient plutôt de droite ou d'extrême droite que de gauche, hein. C'est ça le paradoxe historique, c'est qu'effectivement, les gens qui luttent contre l'État, c'est pas des anarchistes en général, c'est des putschistes qui veulent le remplacer par un État fort. Facebook, c'est le drame de cette société, vous pensez? Parce que c'est ce qui a permis d'agréger tous ces gens, mais de façon très disparate. Très disparate et très virtuelle, parce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre eux? Rien, à part effectivement la colère, le ressentiment, le sentiment, la souffrance, et chacun il vient de sa plainte individuelle. Et je veux dire, la politique, c'est pas l'addition des plaintes, c'est le choix entre un avenir moins mauvais et un avenir plus mauvais. C'est pas la satisfaction de tous. Et puis il faut rappeler aux gens que l'État, c'est pas les autres. Il n'y a pas au-dessus d'eux une entité qui... C'est pas une force magique. Qui pourrait tout, voilà, qui pourrait... L'État, c'est nous. Il faut aussi dire aux Français, et je pense que Macron l'a un peu fait, mais il faut dire aux Français, attendez, en contrepartie de ce que l'État fait pour vous, qu'est-ce que vous avez comme engagement citoyen dans l'amélioration de votre sort? Merci infiniment, Michel Schneider, d'être venu nous voir. C'est la fin de ce complément d'enquête. À la rédaction en chef de l'émission, je remercie Thomas Auro, Clément Castex et Samuel Humez. Caroline Durand était à la préparation de ces entretiens. Philippe Lallemand est le réalisateur de cette émission. Merci à toute son équipe. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne-Sophie Lapix pour le retour du grand échiquier sur le service public. Un peu de danse classique, ça fera du bien à tout le monde. Nous, on se retrouvera le jeudi 10 janvier pour une nouvelle soirée d'information et bien sûr, complément d'enquête aux alentours de 22h45. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci de votre fidélité. À bientôt.